on nous avait demandé de travailler sur 3 thèmes, c'est-à-dire 3 points, on va dire. Les intérêts, les limites et de dégager les principaux enseignements que nous avons tirés des présentations de ce matin. Bien, les 3 groupes ont travaillé sur les 3 thèmes, sur les 3 points, et les secrétaires, animateurs et rapporteurs des 3 groupes se sont réunis après pour compiler les résultats des différents travaux de groupe. Et j'ai l'honneur de vous présenter la compilation de ces résultats. Par rapport aux intérêts, nous avons trouvé que ça a été très bien que diverses compétences se sont mobilisées, n'est-ce pas, autour du thème et à plusieurs niveaux, notamment au niveau de l'exploitation, au niveau des pratiques, de l'environnement économique et politique, et même voir l'intégration entre l'apprentissage agronomique et la sociologie. Parce qu'on sait que les évaluations agronomiques en général, ça se faisait avec les paysans, mais qui ont muté vers un processus d'apprentissage. Donc, une association réussie en ce sens. Il y a eu des entrées diverses par des pratiques ou par le terroir. Ensuite, la reconnaissance de la capacité des paysans à innover. Dans une lecture positive ou optimiste de changements portés par les paysans eux-mêmes. Et cela basé sur des savoirs intellectualisés, narratifs, et même dans le sens même sans les nommer. Parce qu'on a parlé de pratiques agroécologiques silencieuses. Au fait, ce sont des pratiques qui sont portées par les paysans, même si par moment, ils ne savent pas qu'ils sont en train de pratiquer, que ce qu'ils sont en train de pratiquer relève de l'agroécologie. Il y a l'intérêt d'appréhender les trajectoires de changement plutôt que de caractériser à un instant les performances des pratiques. La compréhension du comment et du pourquoi. Et nous allons voir après comment est-ce que cela s'articule de façon un peu plus précise. On a dit plus loin qu'il faut associer plus les paysans, n'est-ce pas, dans ces méthodes d'évaluation. Donc, il est très important que ce soit vraiment des choses simples, compréhensibles. Maintenant, par rapport aux limites, diverses entrées ont été présentées et qui peuvent nécessiter d'autres méthodes pour faire le lien entre les échelles, notamment les pratiques et les territoires. Et il y a une difficulté d'apprécier la démarche globale au sein des CUMA car la présentation, il y a eu une présentation seulement de l'angle du point de vue agronomique de l'évaluation. Et cela s'expliquerait par le manque de temps et on espère que, bon, désormais on va prendre le temps nécessaire pour vraiment combler ce gap. Mais il peut être aussi lié au manque de temps pour présenter sur, par exemple, la santé et plus globalement le bien-être. Parce que aujourd'hui, quand vous demandez les consommateurs, certainement ils voudront des produits beaucoup plus sains pour se porter mieux. Il y a également une faible visibilité du genre. Le rôle, c'est-à-dire la place des femmes qui jouent un rôle important dans l'agriculture et dans le développement de façon globale, n'est pas tellement perceptible. Il y a aujourd'hui également la question des jeunes, qui est sur la table. On en parle régulièrement. C'est d'ailleurs une priorité dans les politiques internationales. Mais ça ne se perçoit pas bien dans les présentations. Et nous avons jugé également qu'une des limites, c'était
le manque d'informations qualitatives qui doivent venir compléter ce qui est, les informations quantitatives qui sont bien ressorties. Parce que si vous voulez formuler des argumentaires forts, il faut amener vraiment des chiffres devant les bailleurs, devant les décideurs politiques pour les amener dans votre affaire. Parce que les chiffres parlent pour eux plus que ce qui est narratif. Cela ne veut pas dire qu'il faut omettre le narratif, parce qu'il est essentiel également, il est déterminant. Il y a des difficultés également de reconstruire l'historique dans certains contextes, c'est-à-dire des données qui ne sont pas disponibles. Il y a aussi une limite qui concerne l'importance de la restitution des résultats d'évaluation. On a dit qu'il faut mettre les présents au centre plus tard dans les recommandations, dans les enseignements, on va le voir. S'ils sont au centre et que c'est avec eux que les choses commencent, donc il faudra en retour également que on leur fasse la restitution. Sinon, ils vont dire, bon, ils sont venus nous voir, ils sont partis, on ne les a plus jamais revus. Bon, ça facilite, enfin, il faut leur montrer dans la pratique qu'ils sont au cœur, n'est-ce pas, de l'affaire. Et ça peut se passer par des séances de restitution. Et on a parlé des facteurs limitants, mais les facteurs d'accélération n'ont pas été cernés. Maintenant, de façon transversale, il y a quelques questions qui se posent. Quelle place des agriculteurs dans la conception des méthodologies pour s'assurer de la considération de certains effets et impacts importants aux yeux des paysans dans les effets et impacts pris en compte dans les dispositifs conçus par des acteurs de la recherche et de la coopération, avec une attention à porter sur le fait que tout ne repose pas ou bien ne dépend pas ou bien ne concerne pas uniquement les agriculteurs, mais il y a les autres acteurs également, notamment les acteurs du terroir, parce que la compréhension est que il faut une alliance, pas seulement entre les producteurs agricoles et chercheurs, mais également avec les décideurs au niveau local, au niveau national, etc. S'il n'y a pas cette alliance forte, difficilement ça va marcher. Donc c'est pourquoi cette question est revenue. L'importance de la réflexion sur pourquoi dans les actions d'accompagnement et ne pas se limiter au comment. Voilà. Maintenant, les enseignements à retenir pour l'élaboration d'une méthodologie d'évaluation. Il y en a quelques-unes. L'alliance, c'est-à-dire la complémentarité entre les indicateurs quantitatifs et qualitatifs, ça a été évoqué. Ensuite, il y a le fait de cerner un niveau d'évaluation portant sur l'agriculteur et les autres niveaux portant sur son environnement. L'important de prendre en compte l'accès aux ressources naturelles productives. Bon, le foncier, l'eau, peut-être les semences également. Il y a la visibilité à donner la nécessité de donner plus de visibilité à d'autres effets, comme la santé, le genre, les jeunes, on en a parlé. Oui. Et en cinquième lieu, il apparaît nécessaire de veiller à placer le paysan au cœur de la méthodologie, on l'a dit, parce qu'il faut, il est au départ, et dans le processus, depuis le départ jusqu'à la fin, jusqu'à la restitution, il se sent concerné. Ouais. Et c'est pourquoi nous avons tiré ça comme et prévoir aussi de temps de restitution. Voilà. Ça, c'est une autre étape, n'est-ce pas,
d'inclure ces producteurs-là. L'échelle du système alimentaire terrorisé semble indiquer, mais le contour n'est pas défini. Parce que le système alimentaire, il peut avoir plusieurs limites. Donc, il faut que ça soit bien ressorti. Et adapter les méthodologies au temps des différents acteurs. Quand vous allez voir un paysan en pleine période en pleine saison, il n'aura pas beaucoup de temps pour vous. Hein. Vous voyez? Donc, il faut adapter vraiment la méthodologie à tous ces facteurs-là. Et il y a l'importance d'avoir ici 3 choses en vue. La première, c'est une gamme de méthodologies diverses disponibles qui répondent aux objectifs d'évaluation variés, de divers types d'acteurs, notamment les paysans ou les systèmes de production et les territoires. En deuxième lieu, il y a un besoin de dégager des éléments communs pour croiser les évaluations dans l'objectif d'alimenter les argumentaires et les politiques. Les méthodes d'évaluation, on a estimé que lorsque ça se passe au niveau local, au niveau le plus bas, elle peut se passer au niveau le plus bas, au niveau intermédiaire qui est peut-être national, au niveau régional qui couvre, je sais pas, l'Union européenne, la CEDEAO, zone CEDEAO, etc., etc. Mais il faut qu'il y ait quand même aussi un dénominateur commun entre ces méthodologies-là qui permettent à chaque niveau de mener le plaidoyer. Le troisième point, c'est la possibilité de combiner certains éléments des méthodes existantes pour mieux appréhender la complexité de l'agroéthologie et s'assurer du passage d'une entrée par la pratique au territoire et vice-versa. Voilà. Je crois que c'est l'ensemble des enseignements que nous avons retenus. Bon, il se peut que j'ai mal expliqué certaines parties ou même peut-être omis quelque chose. Les autres animateurs, rapporteurs et secrétaires sont là, ils peuvent me compléter au besoin. Merci de votre attention. Merci beaucoup, M. Traoré. Merci aussi d'avoir respecté les 15 minutes imparties. Au travers de toute cette synthèse, en fait, on se rend compte que c'est très difficile de se cantonner en fait, aux déterminants et aux facteurs limitants. Donc là, maintenant, on va avoir une petite demi-heure de débat. Je pense que c'est vraiment important d'essayer de rester centré sur cette première phase, en fait, sur les déterminants et les facteurs limitants. De la même manière, on vous demandera aussi de bien centrer les débats autour des approches méthodologiques. Donc, le débat est ouvert plutôt pour des commentaires ou pour enrichir en fait la synthèse. Donc la parole est... Et je vous demande aussi de bien vous présenter avant chaque intervention. Bon, Valentin Beauval, donc c'est très court. On parle des paysans en général, les paysans ou le paysan, et le terme organisation paysanne n'a pas été employé. Moi, je viens de faire une mission, là, c'était en partenariat sur l'agroécologie, l'union des CUMA de Kita. C'est un partenaire paysan qui peut orienter. Un paysan individuel ne va pas orienter une action d'évaluation. Et la CENOP malienne a des programmes très intéressants d'agroécologie. Bon, si quelqu'un vient travailler avec eux, c'est un partenariat avec une organisation. Heureusement, depuis ces dernières décennies, il y a quand même pas mal d'organisations paysannes qui se sont consolidées, particulièrement en Afrique de l'Ouest. On ne peut pas imaginer de travailler sur ces sujets sans elles. Merci. Je voudrais faire une remarque par rapport à ta question sur déterminants et facteurs limitants, parce qu'on a eu une petite discussion dans notre groupe, alors c'était un petit peu en aparté, mais juste pour mettre un grain de sel, la manière de poser la question est très, dans le vocabulaire, est très déterministe et diffusionniste.
c'est quelque chose que je pose parce qu'on parle d'agroécologie, etc., de parler de déterminants et de facteurs limitants, c'est de se dire, voilà, on a une innovation, qu'est-ce qui va déterminer ou limiter sa diffusion? Et à un moment dans le groupe, il y a quelqu'un qui a parlé, on pourrait aussi parler des facteurs accélérateurs, des dynamiques, etc. Donc juste par rapport à ton objectif de recentrer sur la question, je pense qu'il est tout à fait légitime là-dessus, mais je voudrais juste apporter, pas uniquement déterminants, facteurs limitants, aussi ce qui accélère aussi voilà, de faire attention finalement à la manière dont on a tous été baignés là-dedans, et notre vocabulaire aussi traduit une certaine vision des choses qui n'est pas forcément cohérente avec finalement l'ambition des 2 journées. Oui, moi je voulais dire, par rapport à la présentation qui a été faite, je pense qu'il faut insister sur l'intérêt d'aborder les facteurs limitants ou favorables ou accélérateurs, hein, je suis d'accord avec ce que tu dis, au niveau de l'ensemble du système de production agricole, c'est-à-dire de l'exploitation agricole. Parce que premièrement, bien souvent, une pratique agroécologique n'est pas isolée, c'est un ensemble de pratiques, c'est-à-dire les systèmes de production agricole sont plus ou moins agroécologiques. Et puis deuxièmement, parce que la gestion de l'exploitation agricole, et donc la gestion, elle se fait au niveau de l'exploitation agricole. Et donc c'est à ce niveau que peuvent être ressentis par l'agriculteur le fait qu'il y a des facteurs favorables ou défavorables. Et bien souvent, les facteurs qui peuvent être limitants, ils sont internes au système de production. Bon, par exemple, un exemple, c'est la question des calendriers de travail sur l'année. Si on veut comprendre à un moment donné que les calendriers de travail, que le travail est un facteur limitant, ça ne peut se raisonner qu'au niveau de l'ensemble du système de production agricole. Oui, François Giraudy, AFD. Je trouve qu'on est en train de faire un débat sur des méthodologies d'évaluation, d'une manière générale, qui doivent allier le quantitatif et le qualitatif, qui doivent prendre en compte l'environnement au sens large, les aspects sociaux, etc. Bon, très bien. C'est bien, on adapte un petit peu ça à l'agroécologie, mais en fin de compte, on a un petit peu discuté dans notre groupe, c'est un peu transparu dans le compte rendu. On est sur des évaluations, on est à la fois sur des recherches sociologiques profondes, des évaluations superficielles d'un projet. Un des participants de notre groupe me parlait de méta-évaluation, etc. Donc on ne va pas avoir les mêmes méthodologies. Donc qu'est-ce qu'on dit? On se met d'accord sur le fait qu'effectivement, il ne faut pas avoir que la technique, même si la technique peut être une entrée. On peut avoir qu'il faut prendre en compte la sociologie, l'environnement économique, l'environnement naturel des paysans, bien entendu. Mais bon, on va pas très loin, je pense, avec ça. Il faudrait peut-être attendre des aspects plus spécifiques à l'agroécologie. Je ne vois pas beaucoup d'aspects spécifiques à l'agroécologie dans le débat qu'on a jusqu'à maintenant. D'autres... Oui, moi, Sylvain Berton d'AgriSud. Moi, je voudrais insister sur quelque chose qui a été dit et qui me paraît vraiment très importante et fondamentale. C'est effectivement quand les groupes ont parlé de restituer aux producteurs qu'on a associés dans l'évaluation, de restituer les éléments de l'évaluation. Moi, je pense que ça va même au-delà. La restitution aux producteurs, ça fait partie de l'évaluation. Parce qu'il peut y avoir des éléments qui ont échappé ou des choses qui ont été mal interprétées. Et donc, quelque part, la restitution aux producteurs, c'est aussi une validation du processus d'évaluation avec leur point de vue. C'est leur angle de vue. Après, il faut valider aussi d'autres manières. Mais je pense qu'il faut aller encore plus loin. Il ne faut pas seulement restituer aux producteurs, il faut valider avec eux les résultats de l'évaluation. Oui, pour rebondir sur ce que vient de dire Sylvain, dans notre groupe, il a été clair que cette restitution était liée à ce nécessaire processus d'échange qui était aussi en même temps un apprentissage. Donc en fait, il y avait
apprentissage, acquisition, validation, et que tout ça, l'échange était absolument fondamental à ce moment-là et devait vraiment être une préoccupation majeure à ces moments-là. L'autre petite observation sur la question de l'agroécologie. Qu'est-ce qui est spécifique à l'agroécologie? Ça, effectivement, c'est une question qui m'a toujours préoccupé. Et en fait, moi, j'en suis arrivé à la conclusion que simplement l'agroécologie, c'est une tentative d'évaluer une complexité d'interaction. Et justement, c'est ce qui en fait la difficulté. On sait évaluer des choses singulières, des choses quelquefois un peu plus compliquées, mais quand on en arrive à la complexité, c'est-à-dire des actions, des interactions, des réactions, etc., c'est certainement ce qui fait la difficulté. Alors je ne sais pas si c'est spécifique à l'agroécologie, mais c'est certainement une difficulté d'isoler l'évaluation de l'agroécologie en tant que telle des évaluations qui la composent en quelque sorte. Et donc c'est un peu une combinatoire. Voilà. Enfin, et d'ailleurs, dans le groupe, il a été également fait mention de cette nécessité, entre les différentes méthodes qui ont été présentées ce matin, de dire finalement, aucune de ces méthodes en particulier ne nous satisfait complètement, soit parce que certaines exigent trop de données, soit parce que d'autres ne creusent pas suffisamment, mais est-ce qu'il ne faudrait pas trouver là des combinaisons de méthodes qui nous permettent d'adresser le problème? Voilà. Alors, merci. Est-ce que... Mais c'est à propos de monsieur... Qu'est-ce que Patrice vient de dire? Moi, je m'appelle Thomas. Non, mais c'est à propos de ça que... Oui, je crois que c'est impossible de mesurer toutes les variables de l'agroécologie, mais aussi de l'agronomie en général, de l'agriculture en général, parce que ce sont les sols, de l'eau, des consommateurs, de la politique, des choses économiques, des choses sociaux. Mais ça veut dire qu'on a besoin d'une approche interdisciplinaire. Ça, c'est important parce que moi, je suis un agronome, mais je ne connais pas l'approche des sociologues. Mais les sociologues ne connaissent pas non plus l'approche des agronomes, des anthropologues, des économistes. Moi, je travaille avec des économistes écologiques à mon institution à Bogota. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, mais je ne suis pas un économiste. Ça veut dire que, mais ils non plus sont agronomes. Ils ont besoin de nous, de cette connaissance, mais aussi des connaissances des paysans, des indigenous people, des natifs, des entrepreneurs aussi. Alors, ça, c'est une approche interdisciplinaire. Je crois qu'on doit remarquer ça. C'est toujours une question qui revient. Est-ce que, en fait, finalement, c'est de dire, est-ce qu'on va évaluer des pratiques agroécologiques ou on va évaluer des systèmes agroécologiques? Et si on commence parce qu'il y a des paysans aujourd'hui qui ont dans leur système qu'on ne peut pas définir aujourd'hui comme agroécologique. Et moi, je vois pas mal de paysans aujourd'hui qui ne revendiquent pas, comme on l'a montré ce matin, une agriculture agroécologique, mais qui ont des pratiques qui, en termes d'évaluation et d'études, donnent des choses intéressantes. Et est-ce que la meilleure approche, c'est de les étudier ou bien comment on l'intègre dans les évaluations si on va parler du système? Je pense que ça, c'est important à considérer. Merci bien. Est-ce qu'il y a encore des... Oui, Sylvain Berton. Coucou, c'est encore moi. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui oriente les méthodes et les outils d'évaluation, c'est la manière d'appréhender les choses. Si on aborde l'agroécologie comme une finalité, à mon avis, on va se rater sur ce coup-là. L'agroécologie, c'est un moyen. C'est un moyen pour, effectivement, réussir à améliorer les performances des systèmes agricoles et pour les améliorer durablement. Je ne reviens pas sur ces questions-là. Donc il y a peut-être quelque chose, un point d'attention à signaler sur le fait que pour bien caler les méthodes et les outils d'évaluation, il faut voir vraiment l'agroécologie pour un moyen de parvenir
a des résultats, a des effets, a des impacts. C'est ce qu'on va traiter cet après-midi et demain matin. Mais déjà, dans les déterminants et les facteurs limitants, à mon avis, il faut le prendre dans ce sens-là. D'autres? Oui, Stéphane de Tourdonnet. Peut-être une réaction aussi à la question là, sur finalement quelle est la spécificité de l'agroécologie au niveau de l'évaluation. Je pense qu'il y a deux éléments. Un qui a été discuté ce matin dans notre groupe, c'est la question de l'importance de prendre en compte le temps, c'est-à-dire plutôt des trajectoires qu'un état. Et peut-être que l'agroécologie nécessite ça encore plus que d'autres systèmes, parce qu'à partir du moment où on fonde une agriculture sur des processus écologiques, la temporalité est très importante entre ce qui se passe à court terme, ce qui se passe à long terme, ce qui se passe à certaines saisons et pas à d'autres saisons, etc. Et donc ça renforce finalement cette difficulté-là. Et enfin, donc ça crée une difficulté. Et il y en a une autre aussi que je vois qui est sur le fait que quand on regarde l'évolution et l'apprentissage autour de l'agroécologie, il y a beaucoup de choses qui émergent autour de l'imprévu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se met comme ça en lien avec une autre relation avec la nature, cette nature, elle déborde, elle est par essence même imprévue. Et de cet imprévu, il peut y avoir des tas de choses négatives et il peut y avoir aussi des tas de choses positives. Et de savoir comment on intègre l'imprévu dans l'évaluation, qui est souvent faite a priori, et quelque chose aussi, je pense, qui est un défi peut-être spécifique de l'agroécologie.